Donc voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une séance que j'ai organisée suite à votre demande, en dehors même de l'arrêt officiel des cours. Et l'objectif justement est de vous aider à mieux comprendre, à mieux cerner le contenu du cours. Donc nous avons pratiquement eu trois chapitres. Le premier chapitre avait traité les généralités, les fondements de base par rapport à la stratégie et à l'analyse stratégique. Le deuxième chapitre a été consacré aux différents modèles d'analyse stratégique, notamment les matrices qu'on utilise pour diagnostiquer l'environnement externe de l'entreprise. Et on a vu des matrices qui sont spécifiques au diagnostic interne. Et le troisième chapitre et dernier vous a présenté un éclairage sur les principales stratégies qu'une entreprise peut adapter en tenant compte de sa vision, de sa mission, de son business model et des caractéristiques de son environnement. Donc voilà, donc cette séance est pour vous et par conséquent, vous devez interagir en me laissant vos questions, vos interrogations en commentaire. Donc je vous écoute si vous avez donc des questions ou des éléments à préciser de manière à compléter effectivement la compréhension des différents contenus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir en commentant. Donc, je laisse le programme affiché. Voilà. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que... Donc, nous avons 90 étudiants. Donc c'est bon. Donc, allez-y. Donc, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, je suis là pour vous. S'il n'y a pas de questions, je termine cette séance et on se donne rendez-vous le jour de l'examen. Euh, pour l'examen, généralement, ça sera sous la forme d'un QCM, question à choix multiples, d'une durée variant entre 45 minutes à 1 heure. Je vais vous donner une vingtaine de questions variées en prenant en compte le contenu des trois chapitres que vous voyez déjà sur l'écran et qui en constituent le programme prévu. Donc, vous aurez des questions partout par rapport à ce que nous avons déjà vu. Et généralement, je peux vous donner 4 à 5 modalités. Vous aurez des réponses multiples. Vous pouvez avoir une réponse, deux réponses, trois réponses, quatre réponses, voire même 5 réponses. Donc, c'est à vous d'évaluer en fonction de la pertinence des choix à faire. Donc, il n'y a pas d'étude de cas. Donc, vous aurez un QCM, c'est beaucoup plus adapté aux circonstances actuelles, puisque les cours se sont déroulés à distance, on n'a pas eu suffisamment de temps pour traiter des travaux dirigés, des études de cas, même si quand même je vous ai présenté pas mal de cas, si vous vous rappelez, on a étudié l'entreprise IKEA pour l'analyse SWOT et TOWS, nous avons vu le cas de Apple pour la matrice BCG. Nous avons vu le secteur de la bande dessinée pour l'application des 5 forces de Michael Porter. Et voilà, donc j'ai essayé d'illustrer tout au long de mon cours, mais faute de temps et vu les circonstances actuelles, j'aurais dû donc aller en profondeur. Bref, on s'adapte aux circonstances actuelles. Donc, je suis là pour vous écouter si vous avez des questions. Je pense que j'ai déjà vu, voilà, vous n'avez pas compris la matrice des 6 forces. Donc, c'est le modèle de Michael Porter. Donc, je vais défiler rapidement pour pouvoir vous rappeler son utilité. Donc là, on avait déjà vu au niveau du deuxième chapitre. Voilà. Donc, Michael Porter est un professeur en management stratégique très célèbre qui a chamboulé le champ
du management stratégique et il nous a fourni un modèle, une matrice qui permet d'analyser l'environnement concurrentiel. Et l'objectif à travers ce modèle est de mesurer l'intensité concurrentielle sur un marché. Donc pour cela, il nous a donc, fourni les 5 forces de Michael Porter que nous avons déjà discutées. Donc concrètement, pour une entreprise ou pour un manager, quand on souhaite analyser les caractéristiques d'un secteur d'activité, on peut appliquer le modèle de Michael Porter. Parce qu'à travers l'analyse des 5 forces de Michael Porter, on peut étudier quel est le degré d'attractivité d'un secteur, de manière à dire est-ce que le secteur est porteur ou non. Et à partir de là, l'entreprise va pouvoir maintenir ses investissements, revoir sa stratégie en fonction de ce que vous allez observer. Donc pour cela, Michael Porter nous a fourni 5 dimensions à analyser. La première dimension qui est la plus importante, c'est la rivalité. La rivalité, c'est-à-dire l'intensité de la concurrence sur le marché. Et donc là, on revient sur le marché, on va étudier l'équilibre de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a suffisamment d'offreurs, de demandeurs? Quel est le taux de croissance du secteur? Quelle est l'offre sur le marché? Est-ce qu'il est standardisé? Est-ce qu'il est différencié? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, des barrières à la sortie? Quels sont les coûts associés? Donc, quelle est la structure des coûts associés sur un marché? Donc, l'objectif de cette première dimension est de mesurer l'ampleur concurrentielle sur un secteur pour dire est-ce que le secteur est fortement concurrentiel ou le secteur n'est pas, je dirais, trop concurrentiel et par conséquent, vous pouvez y accéder pour pouvoir en tirer profit. La deuxième dimension, c'est le pouvoir des fournisseurs, voire les acheteurs. Donc là, vous allez voir est-ce qu'il y a suffisamment de fournisseurs, est-ce qu'il y a une concentration, est-ce qu'il y a une diversité de fournisseurs pour pouvoir vous approvisionner en sécurité. Et la troisième dimension, c'est le pouvoir de négociation vis-à-vis des clients, de manière à étudier les caractéristiques de la demande. Rappelez-vous, on a déjà vu l'analyse de l'offre et de la demande. Et l'objectif, c'est de voir un peu quel est le pouvoir discrétionnaire des consommateurs sur les entreprises. La quatrième dimension constitue à analyser la menace d'une éventuelle substitution, donc la présence de produits ou d'alternatives qui permettent de satisfaire directement ou indirectement les besoins et qui constituent une sorte de concurrence indirecte. Et bien entendu, la dernière dimension, la cinquième dimension, c'est la possibilité à ce que le marché reçoit des nouveaux entrants, ce qu'on appelle les nouveaux concurrents. Et à partir de là, donc, les 5 dimensions vous donnent une idée sur l'ampleur concurrentielle. Et je rappelle que la finalité à travers le modèle de Michael Porter, c'est d'étudier dans quelle mesure le secteur d'activité sur lequel l'entreprise souhaite intervenir, est-ce qu'il est porteur ou pas? Quels sont les risques associés et quelles sont les opportunités en termes de rentabilité, en termes de cash flow que l'entreprise peut dégager et que vous avez étudié entre autres en gestion financière. Bien sûr, ce modèle a été, donc là je vous ai déjà mis les paramètres qu'on va analyser pour chaque dimension, comme vous voyez sur l'écran, en termes d'intensité concurrentielle, en termes de menaces des entrants potentiels, les menaces des substituts, mais également les pouvoirs des consommateurs et des fournisseurs. Et je vous ai dit que récemment, le modèle a vu une extension en introduisant une nouvelle dimension, ce qu'on appelle la régulation ou le rôle des pouvoirs publics. Et à travers cela, je vous ai dit que pour rendre le modèle utile, l'opérationnaliser, on passe de la description à l'évaluation. Et pour cela, on vous a présenté un radar, c'est-à-dire une échelle de mesure qui permet de mesurer l'ampleur de chaque force sur l'entreprise. Et donc, pour rendre le modèle utile, le manager peut utiliser cette échelle de mesure. Donc, vous avez 0 jusqu'à 10, où il va noter l'ampleur ou l'importance de chaque force. L'intensité concurrentielle, donc la rivalité, le pouvoir des négociations des consommateurs et des fournisseurs,
la menace d'entrants potentiels, le rôle des pouvoirs publics, donc là, c'est l'importance de la régulation, de l'intervention de l'État qui peut poser des contraintes à l'entreprise sur un secteur. Et en dernier lieu, la menace des substituts. Et on vous a dit que la finalité de ce modèle, c'est qu'il permet d'identifier quels sont les facteurs clés de succès propres à un secteur, une industrie. Et donc, à partir de là, l'entreprise va analyser s'il a la capacité d'avoir un avantage sur ses concurrents, en tenant compte de ces dimensions. Et donc, les facteurs clés de succès sont donc liés au secteur, on parle même d'industrie, au sens de Michael Porter, et c'est à travers la maîtrise des facteurs clés de succès dégagés par l'analyse du Michael Porter qu'on va donc identifier quelles sont les sources d'avantages concurrentiels. Et donc, comme je vous ai dit, grâce à ce modèle, le manager, l'entreprise, pourra évaluer si le secteur étudié, si le secteur visé est attractif ou pas. Et à partir de là, vous allez identifier est-ce qu'il est opportun de maintenir l'activité sur ce secteur ou même de revoir ailleurs, à travers donc les options stratégiques qui sont envisageables au regard, au marché, aux capacités de l'entreprise et aux facteurs clés de succès que vous allez identifier au niveau du secteur. Lorsque, bien entendu, les notes sont très importantes par rapport à ce que vous allez attribuer ici sur le radar, cela signifie que tout simplement, le secteur est fortement concurrentiel. Et donc, il n'est pas opportun de s'y introduire ou même de maintenir l'activité principale sur ce secteur parce qu'il est fortement concurrentiel et donc vous aurez des difficultés à maintenir votre part de marché et même accroître les parts de marché. Et donc, lorsque les notes sont élevées par rapport à ces différentes forces, cela signifie que vous aurez du mal à tirer profit du secteur parce qu'il y a une forte concurrence, ce qu'on appelle l'intensité concurrentielle. Et par conséquent, lorsque la note elle est faible, donc là on peut faire des diagrammes ici en reliant les différentes notations. Lorsque les notes sont relativement faibles, cela signifie que le secteur est attractif et par conséquent, l'entreprise peut intervenir, peut accéder au marché, au secteur pour pouvoir tirer profit. D'où l'importance du modèle de Michael Porter qui a vu l'extension en introduisant une sixième force qui renvoie au rôle des pouvoirs publics. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question par rapport à cette première demande. Je reviens encore aux questions. Le cas Apple est déjà corrigé. Donc, c'est une illustration. Donc, ce n'est pas un exercice. Je vous ai déjà expliqué la matrice BCG, Boston Consulting Group, qui a pour but de classifier et positionner les domaines d'activité stratégique en fonction de deux critères. Donc là, je vous rappelle aussi la matrice BCG. Donc là, effectivement, par rapport à l'intérêt et l'utilité du modèle Michael Porter, je vous ai donné une illustration. Là, en lisant ce cas, vous allez comprendre quelle est l'utilité des 6 forces de Michael Porter qui permettent d'identifier le degré d'attractivité du secteur, l'intensité concurrentielle et par conséquent, on va identifier quels sont les facteurs clés de succès qui peuvent conférer à l'entreprise un avantage sur ses concurrents. Et là, après, on a vu les modèles, bien entendu, d'analyse de portefeuille. Et là, je vous ai présenté 3 matrices. La BCG, qui tient compte principalement des 2 paramètres, le taux de croissance du domaine d'activité stratégique et les parts de marché. Et à partir de là, l'objectif est d'analyser les domaines d'activité stratégique, notamment lorsque l'entreprise adopte une stratégie de diversification. Donc, elle a plusieurs métiers, plusieurs domaines d'activité stratégique. Et là, pour chaque domaine, on va les positionner pour identifier les points morts, les domaines d'activité qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas utiles de point de vue financier, qui ne génèrent pas suffisamment de liquidité et que l'entreprise doit généralement abandonner. Et donc, ce sont des domaines qui ne contribuent ni à la croissance, ni à la profitabilité de l'entreprise. Il y a des domaines qui sont vedettes, qui sont très importants,
dans la mesure où ils ont un taux de croissance élevé et sur lesquels l'entreprise détient une part de marché forte. Et là, ce sont des domaines qu'il faut maintenir d'une manière à s'y investir, parce qu'ils contribuent à la croissance et ils génèrent suffisamment de liquidités que vous allez utiliser pour répondre aux éventuels besoins. Il y a les vaches à lait, donc ce sont des domaines d'activité stratégique qui contribuent peu à la croissance, mais qui fournissent des liquidités. Et donc, ils sont quand même à maintenir. Et puis, donc, les dilemmes qui contribuent à la croissance, mais qui réclament des liquidités. Sur ces domaines, il faut investir pour les transformer en vedettes pour que l'entreprise améliore sa part de marché. D'où l'utilité de cette matrice BCG. Et à partir de là, donc, je vous ai expliqué le détail. Donc voilà, chaque domaine avec ses spécificités. Je vous ai donné même des exemples. Par exemple, ici, l'entreprise, elle a un portefeuille obèse. Donc vraiment, elle a suffisamment de vaches à lait, des domaines qui ne contribuent pas à la croissance, mais qui génèrent de la liquidité. Ici, vous avez un portefeuille anémique, c'est-à-dire que l'ensemble des activités contribuent légèrement à la croissance, mais ils n'ont pas suffisamment de liquidité. Et donc, ils sont anémiques, c'est-à-dire qu'ils imposent des défis en matière d'accès au financement. Et idéalement, je vous ai dit qu'une entreprise idéale doit avoir un portefeuille de métiers, de domaines d'activité stratégique relativement diversifié sur l'ensemble des composantes de la matrice BCG pour avoir un peu un effet de compensation. Sur certains domaines, vous allez tirer de la liquidité. Sur d'autres, vous allez compenser par les cash flows générés sur les autres. Et à travers ces effets de compensation, vous allez maintenir un portefeuille d'activité équilibré. D'où l'utilité, bien entendu, de la matrice BCG. Et rappelez-vous, là, je vous ai donné un exemple concret. Vous avez une entreprise avec 5 domaines d'activité stratégique. Voici ses caractéristiques en termes de rendement, de profit et des parts de marché. Et à partir de là, on a donc positionné les domaines d'activité stratégique en tenant compte de la part de marché relative et de taux de croissance. Et ici, la dimension du cercle tient compte du poids ou de la contribution de chaque domaine, généralement un indicateur de création de valeur. Généralement, on prend soit le chiffre d'affaires, soit le profit. Et donc là, vous avez des pourcentages de contribution de chaque domaine qui donnent donc leur ampleur. Donc ici, vous avez 35% de contribution au profit, 23%, 23% et 12%, de manière à identifier la forme du cercle à attribuer. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier donc les domaines. Ici, nous avons un domaine vache à lait qui contribue peu à la croissance, mais qui génère de la liquidité. Là, c'est un domaine vedette qui contribue à la croissance et qui génère suffisamment de liquidité, de telle sorte que ces domaines s'autofinancent et même génèrent un surplus. Là, ce sont des domaines porteurs en matière de croissance, mais l'entreprise doit s'y investir pour les transformer en vedettes. Et là, c'est un domaine d'activité stratégique à abandonner parce qu'il ne contribue ni à la croissance et sur lequel l'entreprise n'a pas suffisamment de parts de marché. Et donc, il faut faire une stratégie de recentrage, voire même d'abandon sur ce domaine. D'où l'utilité de la matrice BCG. Et là, je pense, cette étude de cas, cet exercice est largement illustratif. Et là, vous avez même pour chaque domaine, quels sont l'état des lieux, les caractéristiques et quelles sont les recommandations qu'on peut envisager dans chaque perspective. Et en complément, je vous ai fourni cette étude de cas, Apple, qui donne une illustration. C'est un exemple d'une entreprise avec ses domaines d'activité stratégique et chaque domaine, il est positionné dans une composante de la matrice BCG. Donc, il y a des domaines vedettes, il y a des domaines vache à lait, il y a des domaines qui constituent des points morts, et il y a des domaines qui constituent des dilemmes. Et là, donc, vous avez donc, je vais juste l'ouvrir. Et d'ailleurs, sur la vidéo que je vous ai déjà enregistrée, il y a déjà les explications relatives au cas. Je vais juste essayer de l'ouvrir pour pouvoir... donc, je vais annuler ce partage.
et je vais partager donc l'étude de cas Apple. Voilà donc le cas Apple. Donc vous avez voilà, une entreprise, le cas Apple, avec une description de l'entreprise, ses principaux domaines d'activité stratégique, produits de téléphonie, support de musique, ordinateur, périphérique et autres. Et là, on vous a expliqué dans chaque domaine quelles sont ses caractéristiques en termes de deux paramètres, si vous vous rappelez. Le taux de croissance et la part de marché relative. Et donc là, vous avez sur voilà, l'ensemble des domaines ces caractéristiques. Voilà, pour les produits téléphoniques, qui est considéré comme domaine vedette, support de musique vache à lait, ordinateur point mort, périphérique comme entre dilemme et vedette, et autres qui sera considéré comme dilemme. Voilà, c'est une illustration concrète sur une entreprise avec ses caractéristiques. Et l'objectif, c'est de tracer la matrice. C'est très simple. Vous allez tracer une matrice à deux axes, les abscisses et les ordonnées. Vous avez d'une part le taux de croissance, la part de marché relative, et vous allez placer le domaine dans chaque phase, comme a été expliqué ici. Dilemme, vedette, point mort, vache à lait et vedette. Et à partir de là, vous allez nous dire quelles sont les recommandations pour chaque domaine. Et d'ailleurs, ici, on mentionne déjà les caractéristiques à chaque domaine d'activité stratégique. Et donc, l'objectif, effectivement, est de vous illustrer l'utilité de cette matrice concrètement à travers l'exemple d'Apple. Je ne sais pas qu'est-ce que vous n'avez pas compris à ce sujet. Donc, je repartage le support et je reviendrai sur les commentaires pour pouvoir suivre avec vous. Donc là, il n'y a pas de corrigé. Pour Abir Mzelga, il n'y a pas de corrigé. C'est une illustration. Vous avez l'ensemble des données. Vous avez les différents domaines, leurs caractéristiques, les taux de croissance associés à chaque domaine, les parts de marché relatives et même leur affectation. On vous a déjà dit que ce domaine, il est dans chaque partie. Et à partir de là, vous devez juste tracer la matrice et donner les recommandations. Et les recommandations, vous l'avez déjà. Je reviens au slide. Voici les recommandations, comme vous voyez sur l'écran. Donc là, vous avez effectivement pour chaque domaine les recommandations associées et les caractéristiques générales du domaine. C'est ça la correction par rapport au cas Apple. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au contenu des trois chapitres que nous avons déjà vus? Hajar Msadi, elle parle de, je ne sais pas, les stratégies. Donc, les stratégies, c'est quoi donc les stratégies? S'il vous plaît, ne me demandez jamais un examen blanc. Vous n'êtes pas en première année, vous êtes en troisième année, vous êtes déjà habitué au système. Donc, on n'est pas là pour vous donner un examen blanc pour l'apprendre par cœur et le retrouver le jour de l'examen. Donc, je vous ai dit que vous avez un QCM, question à choix multiples, pour une durée de 45 minutes à 1 heure, vingtaine de questions qui vont prendre en considération le contenu des trois chapitres. Le premier chapitre sur les fondements de l'analyse stratégique, le deuxième chapitre sur les différents modèles d'analyse stratégique, ce qu'on a appelé le diagnostic externe et interne, avec toutes les matrices que nous avons et les modèles que nous avons discutés. Et le troisième chapitre qui vous identifie les principales stratégies que l'entreprise peut adopter. Rappelez-vous, on a déjà vu la spécialisation, la diversification, l'intégration, l'externalisation, etc. Donc, est-ce que vous pouvez me préciser des questions par rapport au contenu pour pouvoir profiter de cette séance? Le cas échéant, je serai amené à terminer donc la séance. Pour le cas de la bande dessinée, là encore, c'est une illustration. Vous devez juste le lire pour comprendre comment concrètement on peut mettre en pratique les 5 forces de Michael Porter pour analyser un secteur. Là, je vais y revenir là-dessus encore.
Je vais l'ouvrir pour pouvoir le discuter. Donc, je dois annuler cette étude de cas et afficher donc le fichier. Voilà, donc pour vous permettre de mieux comprendre comment mobiliser le modèle des 5 forces de Michael Porter, nous avons préparé cette étude de cas sur le secteur de la bande dessinée de manière à comprendre quelle est l'utilité pratique des 5 forces de Michael Porter. L'objectif, comme vous voyez sur l'écran, est d'étudier le degré d'attractivité. Est-ce que le secteur est attractif ou pas? Et à partir de là, quels seront les facteurs clés de succès de ce secteur que l'entreprise peut utiliser pour avoir un avantage sur ses concurrents? Et là, comme vous voyez avec moi sur l'étude de cas, vous avez une identification du secteur, les intervenants, les acteurs du secteur, et pour chaque variable, on vous explique comment se présentent les menaces des nouveaux entrants, pourquoi, par exemple, on peut avoir facilement de la concurrence, voilà, avec toutes ces caractéristiques, les barrières qui existent à l'entrée et à la sortie, comme par exemple les économies d'échelle, la structure des coûts, la composition de l'offre, etc., la présence des produits de substitution, le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs, et le rôle des pouvoirs publics. Et à partir de là, on vous a expliqué l'intensité concurrentielle qui constitue la finalité principale du modèle de Michael Porter. Et vers la fin, on vous a expliqué quels sont les principaux facteurs clés de succès spécifiques au secteur de la bande dessinée francophone et qui constituent des possibilités pour avoir un avantage concurrentiel. Par exemple, on a vu la maîtrise de la relation avec les auteurs, la maîtrise de la filière et l'ouverture à d'autres supports que constituent les 3 principaux facteurs clés de succès propres à ce secteur. Et donc l'objectif, à travers cette illustration, donc ce n'est pas un exercice, c'est une illustration concrète sur un secteur particulier. Et à partir de quel vous allez comprendre l'utilité ou l'intérêt du modèle de 5 forces de Michael Porter, avec bien sûr la 6e force sur les rôles des pouvoirs publics, et l'objectif de vous faire comprendre l'intérêt pratique du modèle en matière d'analyse concurrentielle propre à un secteur. Donc ce n'est pas un exercice pour avoir donc la correction. Je vais partager encore avec vous le cours et je reviendrai sur les commentaires encore une fois pour voir quels sont vos pour la matrice McKinsey. Je vais revenir sur la matrice McKinsey. Voilà, nous avons vu donc la BCG, puis avec le cas. La différence entre BCG et McKinsey, c'est la même chose. Donc, c'est le même principe. L'objectif est d'évaluer, d'hierarchiser les domaines d'activité stratégique pour identifier ceux qui sont importants pour l'entreprise, sur lesquels elle doit s'y investir, comme vous voyez ici, croissance et investissement. Ceux qui doivent maintenir dans une logique d'investissement sélectif ou les domaines qu'elle doit abandonner à travers une stratégie de désinvestissement. Pour classer ces domaines, on utilise 2 variables. Dans la BCG, on a utilisé, rappelez-vous, le taux de croissance et la part de marché relative. Dans la matrice McKinsey, on utilise 2 variables qualitatives à travers le scoring, la notation. Et là, on tient compte de l'attrait du marché qui dépend de plusieurs paramètres, la taille, la croissance, la rentabilité, la présence des barrières à l'entrée, l'intensité de la concurrence et le développement des technologies, et ce qu'on appelle la force compétitive ou la position concurrentielle, qui tient compte de la part de marché, l'évolution de la part, la qualité des produits et la fidélité des clients.
Et donc, l'objectif, c'est à travers le scoring, c'est une notation. Donc, quand on parle de scoring, on fait référence à un score. C'est quoi un score? C'est une note attribuée par le manager sur la base de plusieurs critères. Ces critères sont là. Au niveau de l'attrait, on utilise la taille du secteur, le taux de croissance, le niveau de rentabilité. Et pour chaque variable, on va donner une note sur 20, une note sur 10. Et à partir de là, on calcule le score général obtenu sur la variable attrait du marché et sur la force compétitive ou la position concurrentielle. Et à travers le score, on va noter ici les domaines d'activité stratégique. Par exemple, ici, on va prendre les 2 points pour positionner les domaines d'activité stratégique en tenant compte de cette matrice. Et à partir de là, on va spécifier quelle est l'option stratégique à prendre en considération. Et là, vous avez donc une matrice. Là, ici, vous avez investir ou croître la part de marché sur les domaines qui sont positionnés ici. Statu quo, maintenir le statu quo, c'est-à-dire maintenir l'activité telle qu'elle est actuellement, ce qu'on appelle l'état des lieux. Donc, pour les domaines qui sont positionnés sur ces rubriques, et le reste, généralement, c'est un désinvestissement, voire même une abondance du domaine en question. Donc là, je rappelle les 2 matrices. Voilà, vous avez ici les matrices en général, en fonction de la position des modèles. Et là, vous avez spécifiquement qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque case relative à la matrice. La différence par rapport à la BCG, c'est les 2 paramètres. Ici, on avait la part de marché et taux de croissance. Ici, nous avons 2 variables qualitatives, l'attrait du marché et la position concurrentielle, qui sont déterminées à travers le score que le manager va attribuer sur la base de plusieurs critères, comme vous voyez ici sur l'écran. Et là, vous avez encore, pour chaque case, quelles sont les recommandations que le manager ou l'entreprise doit réaliser en fonction de la force compétitive et de l'attrait du marché. D'où la différence entre la matrice McKinsey et BCG. Donc, quand on parle de statu quo, c'est-à-dire qu'il faut maintenir l'activité telle qu'elle est, à l'état actuel. Donc, on maintient ce qu'on a déjà, ce qu'on appelle le statu quo, pour Soukaina Bouslam. Il n'est pas plus large, Samia, pour la matrice McKinsey par rapport au BCG, il n'est pas plus large. La différence, c'est par rapport aux critères de sélection, d'évaluation des domaines d'activité stratégique. Au niveau du BCG, on a pris principalement des critères quantitatifs. Le taux de croissance et la part de marché. Le taux de croissance, c'est la variation de chiffre d'affaires généralement, et la part de marché, c'est le chiffre d'affaires relatif. Donc, chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires du principal concurrent ou des concurrents. Et donc là, nous sommes dans des critères quantitatifs, alors que dans la matrice McKinsey, on a utilisé des variables qualitatives, ce qu'on a appelé la force compétitive et l'attrait du marché, qui sont mesurées par une notation scoring, en tenant compte de plusieurs critères. D'où la différence entre ces 2 matrices. La matrice ADL, la même chose, dans la continuité. Dans la continuité, nous sommes dans la même logique de fonctionnement. La différence par rapport à l'ADL, c'est qu'on va maintenir ici la position concurrentielle, donc la force compétitive, et on va changer la variable attrait. Dans la matrice ADL, on tient compte de la maturité du métier, c'est-à-dire le cycle de vie de l'activité. Donc là, concrètement, vous avez donc le schéma suivant. On tient compte de la maturité du secteur, c'est-à-dire quel est le cycle de vie du domaine d'activité. Est-ce que nous sommes dans le démarrage? Donc l'entreprise à peine a commencé d'exercer l'activité. Est-ce qu'on est dans une phase de croissance? Donc l'entreprise a déjà un effet expérience et par conséquent, elle arrive à développer son activité. Est-ce qu'on a atteint la maturité? Donc généralement la saturation, on a suffisamment épuisé du secteur d'activité, ou bien l'entreprise est en phase de déclin sur ce domaine, c'est-à-dire qu'elle a tout fait et elle a saturé la capacité du secteur de telle sorte qu'elle va déclencher donc le déclin, c'est-à-dire la fin donc de l'exploitation du domaine en question. C'est ce qui fait la différence entre la matrice McKinsey et la matrice ADL. Dans McKinsey, on a pris l'attrait du marché, donc
le potentiel de rentabilité espéré, alors qu'ici, on a pris uniquement le cycle de vie, c'est-à-dire quelle est la maturité du secteur par rapport à l'évolution de l'activité de l'entreprise. Est-ce qu'on est dans le démarrage, la croissance, la maturité, le déclin, et en tenant compte, bien sûr, de la position compétitive, la position concurrentielle. Et là, effectivement, comme vous voyez, l'objectif toujours est de classer et affecter les domaines d'activité stratégique en fonction de ces deux critères. Et à partir de là, on va choisir quelles sont les options à réaliser. Voici les options à réaliser. Sur les domaines qui sont placés ici, un développement naturel, c'est-à-dire on va maintenir l'activité et on va encore investir. Sur cette phase en gris, ce sont un développement sélectif, c'est-à-dire on va maintenir l'activité tout en restant méfiant par rapport à l'évolution du cycle de vie du secteur. Et sur cette partie, on va réorienter l'activité. L'entreprise doit changer d'activité en essayant un peu de réorienter ses efforts sur d'autres métiers. Et quand ils sont dans cette partie, c'est que l'entreprise doit les abandonner d'une manière définitive parce que les domaines d'activité stratégique sont en déclin et que la position elle est marginale. D'où l'intérêt de la matrice ADL qui complète en quelque sorte la matrice McKinsey ou même BCG. Et les trois matrices sont utilisées dans le cadre d'un portefeuille d'activités. Cela signifie que l'entreprise exerce plusieurs métiers, elle est dans la diversification et par conséquent, à certains moments, elles doivent faire un choix pour dire est-ce qu'il est toujours utile de maintenir cette diversification ou pas, en utilisant les trois modèles BCG, ADL et McKinsey. Pour le modèle LCAG, c'est un modèle général. Il est général et qui revient sur la démarche générale d'analyse stratégique. Donc, c'est un modèle d'analyse stratégique. Je vais vous rappeler quel était son objet. Voilà, il vous donne le processus général de la démarche stratégique qui consiste, selon ses professeurs, donc c'est 4 professeurs qui l'ont développé et qui est à l'origine de l'analyse SWOT. Donc, il a pour but d'identifier les opportunités, les menaces et les forces et les faiblesses en suivant une démarche séquentielle en 5 étapes. Analyse et diagnostic interne, les forces et les faiblesses. Analyse et diagnostic externe, les opportunités et les menaces. Envisager les actions ou stratégies possibles, c'est ce qu'on avait vu à travers la matrice TOWS, si vous vous rappelez. Dans la matrice TOWS, on a croisé les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses, et à partir de là, on a identifié les options stratégiques envisageables, et par la suite, on a identifié les valeurs des dirigeants et de l'environnement pour effectuer des choix stratégiques. Et donc, le modèle LCAG est un modèle général qui renvoie à la démarche globale de l'analyse stratégique. Pour qu'un manager établisse une stratégie ou élaborer des décisions stratégiques, il doit suivre un processus séquentiel en 5 étapes. La première, c'est le diagnostic interne. La deuxième, c'est le diagnostic externe. La troisième, c'est la confrontation des deux diagnostics pour identifier les stratégies possibles, envisageables. La quatrième, identifier les valeurs de l'entreprise et les caractéristiques de son environnement. Et en dernier lieu, il va faire le choix de la stratégie en tenant compte de ces différents paramètres. D'où l'importance du modèle LCAG. Voilà, vous avez le schéma dans le cours, voilà, comme vous voyez sur l'écran. 5 étapes, analyse de l'environnement, analyse de l'entreprise, recensement, évaluation des possibilités d'action en tenant compte des deux diagnostics. À partir de là, on analyse les valeurs managériales des dirigeants des organes de gouvernance avec ce qui relève de l'environnement. Et à partir de là, on formule une stratégie avec un plan d'action. Et donc là, c'est un modèle qui donne un aperçu général sur la démarche stratégique globale qu'un manager va suivre pour élaborer sa stratégie.
À partir de là, on a vu les modèles qu'on utilise pour le diagnostic externe. Et là, je vous ai présenté le premier modèle, c'est le PESTEL, qui renvoie sur le macro-environnement, donc les variables macro-environnementales. Donc, c'est le diagnostic externe. Rappelez-vous, on a vu les 6 dimensions, légales, politiques, économiques, socioculturelles, technologiques et écologiques. À partir, voilà, et je vous ai déjà expliqué les paramètres à analyser pour chaque dimension, comme vous voyez avec moi sur l'écran. Pour chaque dimension, voici les variables à prendre en considération en matière de diagnostic stratégique externe, politique, économique, socioculturel, technologique, écologique. Voilà une synthèse récapitulative. Et nous avons même vu comment on passe à l'action grâce au modèle avec les différentes étapes à suivre, la scénarisation à réaliser pour identifier les choix. À partir de là, j'ai passé à l'analyse du micro-environnement. Donc là, on a vu le macro-environnement et le micro-environnement. Le macro-environnement, c'est les différentes variables macroéconomiques qui influencent la décision et l'activité de l'entreprise. Le micro-environnement renvoie à l'environnement le plus proche, l'environnement immédiat, généralement considéré comme un environnement concurrentiel dans lequel il y a les concurrents, il y a les clients, les fournisseurs. Et là, on a vu dans un premier temps l'analyse de l'offre et de la demande, c'est le marché. Rappelez-vous, un marché au sens économique est un lieu de la confrontation entre l'offre et la demande qui constitue la première composante du micro-environnement. Quand on parle micro-environnement, on fait allusion d'abord au marché de l'entreprise et à son secteur. Pour cela, on commence d'abord par décortiquer les caractéristiques de l'offre et de la demande en tenant compte de plusieurs paramètres. Voilà, en termes de demande, voici les paramètres à analyser pour chaque dimension liée à la demande sur le marché. Et nous avons vu aussi pour l'offre, rappelez-vous, voici donc les dimensions analysées pour l'offre, la capacité du secteur, la structure des coûts, les caractéristiques du secteur, les circuits de distribution, l'accès au financement et la technologie. Et à partir de là, donc, on aura une idée sur les caractéristiques du marché, du côté de l'offre et de la demande. Avec ce modèle, on l'a complété par l'audit micro-environnemental en utilisant le modèle de Michael Porter qui met en relief les 6 dimensions. La rivalité du secteur, le pouvoir de négociation des fournisseurs et clients, la menace des produits de substitution, la menace des nouveaux entrants, des nouveaux concurrents, et on a rajouté le rôle des pouvoirs publics. Et c'est un modèle qui est propre aux variables micro-environnementales. D'où l'utilité de ces modèles. Analyse de l'offre et de la demande, et le modèle de Michael Porter qui sont propres au micro-environnement. Et pour l'analyse macro-environnement, on a utilisé donc le modèle PESTEL. D'où donc la complémentarité entre ces modèles. Est-ce que vous avez d'autres... Quand on parle domaine d'activité stratégique, on peut aussi... en management stratégique, on parle des domaines d'activité stratégique parce que la segmentation, elle est stratégique. Quand on est dans le marketing stratégique, c'est là on parle d'une segmentation marketing et qui tient compte des produits généralement ou des groupes de consommateurs. Et donc, en marketing stratégique, généralement, on raisonne en termes de produits, de catégories de produits. En management stratégique au sens large, on parle de domaine d'activité stratégique. C'est pour cela que dans les livres, vous allez trouver domaine d'activité stratégique au produit. C'est complémentaire parce que dans la réalité, donc, on peut aussi analyser en termes de portefeuille produit et non pas en termes de portefeuille activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, donc, je termine la séance au cas où il n'y a pas de... Mehdi Tadlaoui m'a demandé de réexpliquer la matrice Taouz. C'est très facile, on l'avait déjà discuté plusieurs fois. Donc, je vais revenir pour vous rappeler. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. La matrice Taouz est une matrice qui complète l'analyse SWOT, rappelez-vous. On a déjà démarré par l'analyse SWOT qui consiste à analyser l'environnement externe, l'environnement interne. Et là, on a identifié les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. L'analyse TOWS permet d'identifier quelles sont les options stratégiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire
en tenant compte de ce diagnostic pour passer à l'action en tant que manager. Et pour cela, donc, on a 4 options stratégiques envisageables. La première option, c'est quand on confronte les opportunités et les forces. La deuxième, c'est quand on confronte les menaces avec les forces. La troisième, les opportunités avec les faiblesses. Et la dernière, les menaces avec les faiblesses. Et à partir de là, on vous a fourni déjà une lecture par rapport aux options stratégiques. Voilà, c'est ce que vous avez ici. Il suffit de lire. C'est vraiment très simple à comprendre. Voilà la première stratégie. On confronte quoi? Les forces avec les opportunités. Et là, il s'agit d'étudier ces forces en interne pour saisir les opportunités externes. La deuxième stratégie, c'est lorsqu'on confronte les forces avec, bien entendu, les menaces. Et donc là, il s'agit d'utiliser ces forces en interne pour atténuer l'impact des menaces. La troisième possibilité, c'est que l'entreprise devra minimiser les faiblesses internes en exploitant les opportunités externes. Et en dernier lieu, l'entreprise est censée minimiser ses faiblesses pour éviter les menaces externes. D'où l'utilité de l'analyse TOWS. L'analyse TOWS permet au manager de passer à l'action en capitalisant, bien entendu, sur le diagnostic stratégique réalisé grâce à l'analyse SWOT. Pour le troisième chapitre, donc je vais revenir sur le troisième chapitre parce qu'il y avait déjà un problème par rapport à l'affichage sur la dernière vidéo. Voilà, je passe rapidement au troisième chapitre. C'est l'analyse interne à travers la chaîne de valeur et le modèle VRIN. Voilà, ici, le troisième chapitre avait pour but, c'est très simple, de vous présenter quelles sont les principales stratégies envisageables au niveau, à l'échelle de l'entreprise. Donc là, j'ai commencé par définir ce que représente la stratégie, c'est juste un rappel, en mettant en relief la définition de Chandler qui met l'importance sur 2 phases, la fixation des objectifs et la détermination des ressources et des moyens, Henri Metzberg et Thiedar. Et qu'on vous a dit que généralement, la stratégie consiste à fixer des objectifs à long terme et à se donner les moyens de les atteindre compte tenu de ces ressources. Et là, on a distingué plusieurs types de stratégies. Il y a ce qu'on appelle la stratégie d'adaptation ou d'innovation, stratégie délibérée ou émergente, stratégie globale, par domaine ou fonctionnelle. La stratégie d'adaptation, elle est spécifique au PME parce qu'il s'agit de défendre au regard au changement de l'environnement. Donc, on est dans la survie. L'objectif est de maintenir la position concurrentielle. Et la stratégie d'innovation, elle est beaucoup plus observée chez les grandes entreprises et les firmes multinationales. Et là, il s'agit d'une orientation offensive qui consiste à anticiper sur les changements plutôt que les subir, de manière à accroître la position concurrentielle. Nous avons vu les stratégies délibérées qui consistent à faire des choix volontaires et ce sont souvent des stratégies des grandes entreprises qui ont un pouvoir sur le marché et sur le secteur et des stratégies émergentes qui sont pragmatiques et qui consistent à s'adapter au changement de la réalité. Ce sont souvent des stratégies observées au niveau de la PME. Il y a ce qu'on appelle la stratégie globale qui concerne l'ensemble de l'entreprise et il y a des stratégies de domaine qui sont spécifiques à chaque métier de l'entreprise. Lorsque l'entreprise a un seul métier, donc elle a une seule stratégie globale. Lorsque l'entreprise a plusieurs métiers, donc elle est dans la diversification et par conséquent, elle a à la fois une stratégie globale pour l'ensemble d'entreprises et elle a des stratégies par domaine. Donc une stratégie adaptée à chaque domaine d'activité stratégique et naturellement, ces stratégies par domaine découlent de la stratégie globale parce que l'objectif est de la mettre en œuvre. Et par la suite, il y a des stratégies opérationnelles. À chaque fonction au sein de l'entreprise, on doit avoir une stratégie adaptée. Donc, nous avons la stratégie générale, la stratégie globale, et par la suite, on aura des stratégies fonctionnelles ou opérationnelles qui tiennent compte à la fois des caractéristiques de chaque fonction. Par exemple, on a la stratégie marketing, stratégie ressources humaines, stratégie financière, stratégie logistique, stratégie production, et qui ont pour but la concrétisation de la stratégie globale. Donc, c'est du général vers le particulier, en tenant compte des facteurs de la contingence. Là, vous avez vu l'adoption des stratégies en fonction de la taille, parce que les PME ne sont pas comparables aux grandes entreprises, mais également en termes d'âge, les entreprises en création,
les entreprises en croissance et maturité et des entreprises en déclin. Et généralement, on a présenté les 3 types de stratégies génériques développées par Michael Porter: la domination par les coûts, avec ses avantages et ses inconvénients, la différenciation compétitive, la concentration sur un segment ou sur un domaine d'activité stratégique. Et là, on a discuté quelles sont les options stratégiques pour assurer le développement de l'entreprise. Et là, généralement, il y a des stratégies de croissance interne qui reposent sur les ressources internes. Il y a des croissances externes qui consistent à acquérir de nouvelles entreprises en fonction de la démarche qui a été développée par un SOF. Et là, je vous ai présenté les principales stratégies. La spécialisation, lorsque l'entreprise est spécialisée dans un seul métier, dans un seul domaine d'activité stratégique, avec ses avantages, ses inconvénients. Et la stratégie de diversification, lorsque l'entreprise déploie plusieurs domaines d'activité, plusieurs métiers à la fois, avec ses avantages et ses inconvénients. Nous avons vu la stratégie d'intégration, c'est lorsque l'entreprise réalise toutes ses activités par ses propres moyens. Et nous avons vu l'externalisation, c'est la sous-traitance, lorsque l'entreprise va sous-traiter une partie de ses activités. Donc, c'est de faire au lieu de faire, avec ses avantages et ses inconvénients. À la fois, l'intégration verticale, c'est le fait de prendre en charge toutes les activités en amont et en aval, de l'approvisionnement jusqu'à la commercialisation, avec ses avantages et ses inconvénients. Et lorsque l'entreprise sous-traite, fait de la sous-traitance, ce qu'on appelle l'externalisation, avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a des stratégies locales, des stratégies nationales et des stratégies internationales, ce qu'on appelle l'internationalisation des activités. C'est le fait de conquérir de nouveaux marchés au-delà du marché national de l'entreprise. Par exemple, pour les entreprises marocaines, c'est le fait de commercialiser leurs produits au marché international, avec ses avantages, ses caractéristiques, etc. Nous avons discuté la croissance interne qui consiste à se développer à partir des ressources internes et non sur la base d'acquisition, et la croissance externe qui consiste à se développer à partir d'une acquisition ou de fusion. Et là, on a distingué plusieurs types de croissance externe. La fusion, c'est lorsque 2 entreprises se fusionnent pour créer une nouvelle, A plus B égale à C, une nouvelle entreprise. Il y a l'absorption, c'est lorsqu'une entreprise va elle-même acquérir, va absorber une nouvelle entreprise. Et donc, A va absorber B, comme vous voyez sur l'écran. Et donc, on va maintenir la même entreprise. L'absorption de filiales, donc quand on a un groupe avec une société mère et plusieurs filiales, on peut absorber quelques filiales et le groupe sera toujours maintenu. Il y a la fusion-scission. Donc, quand on va céder une partie du capital ou des ressources pour créer une entreprise dans le cadre d'une jointe venture, d'une alliance ou d'une collaboration, et il y a ce qu'on appelle l'apport partiel d'actifs, c'est-à-dire une entreprise va apporter une partie de ses actifs à une autre entreprise dans le cadre de la collaboration stratégique ou de la coopération stratégique entre plusieurs entreprises. Et là, je vous ai présenté les principales stratégies en fonction des manœuvres possibles et des stratégies à l'intérieur du secteur, des stratégies entre secteurs, des stratégies entre entreprises ou des stratégies qui visent l'extérieur, l'internationalisation, avec un récapitulatif sur la démarche de déploiement stratégique. C'est voilà, grosso modo, l'objectif et la portée du 3e chapitre. L'objectif est de vous faire comprendre l'utilité de ces stratégies, leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients. Et l'entreprise va choisir en fonction de ses caractéristiques managériales, organisationnelles, mais également en tenant compte de son interaction avec son environnement. Voilà donc grosso modo le contenu du 3e chapitre qui vous initie tout simplement aux principales stratégies qu'on peut observer dans le milieu de l'entreprise. La différence entre le modèle VRIN et VRIO. Ce sont des modèles complémentaires. L'objectif, c'est de revenir sur le diagnostic interne. Donc, on a vu le diagnostic stratégique externe à travers les différentes matrices. Et là, je reviendrai sur l'analyse stratégique interne. Alors, on a vu l'analyse stratégique interne de l'entreprise qui a pour but d'identifier les compétences distinctives et les ressources. Et pour cela, il y a plusieurs modèles.
Donc, il y a déjà, c'est le fait de considérer l'entreprise comme un arbre avec, bien entendu, les produits, les domaines d'activité stratégique, les produits de base, les compétences. Et à travers le modèle VRIN, on va identifier principalement quelles sont les ressources propres à l'entreprise et qui permettent de développer des compétences distinctives. Une compétence qui va permettre à l'entreprise de se distinguer sur ses concurrents. Je passe directement. Voilà. Le modèle VRIN renvoie à l'abréviation suivante. Vous avez V, c'est-à-dire que les compétences ont de la valeur qui sont perçues par les clients, ce qui donne un avantage sur les concurrents. Ce sont des compétences rares qui ne sont pas détenues par la majorité des entreprises sur le secteur. Ce sont des compétences difficilement imitables, donc les concurrents ne peuvent pas reproduire les mêmes compétences. Et il n'y a pas des produits de substitution, ne sont pas substituables en termes de compétences. Et à partir de là, ils sont difficilement substituables, ce qui confirme bien entendu l'avantage concurrentiel. Le modèle VRIO est un développement récent. Donc, on a commencé par le modèle VRIN qui tient compte de la valeur, de la rareté, de la difficulté d'imiter sur les concurrents les compétences et la non-substitution. Le modèle VRIO tient compte de la même démarche, c'est-à-dire vous avez la rareté, vous avez la valeur, vous avez l'imitation, et au lieu de N, on a rajouté la dimension O. La dimension O qui renvoie à quoi? À l'organisation, c'est-à-dire la performance de l'organisation en la matière. Autrement dit, comment l'entreprise peut déployer ses compétences pour avoir une performance distinctive sur ses concurrents. Et l'avantage concurrentiel sera identifié lorsque une entreprise va non seulement maîtriser ses compétences, mais elle va être capable de réaliser une performance distinctive sur les concurrents. C'est ce qu'on appelle l'organisation ou la capacité organisationnelle à travers le O, le symbole O qui renvoie à l'organisation, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à utiliser les compétences distinctives pour avoir une performance de l'organisation en la matière. D'où donc la distinction entre VRIN et VRIO. Et le modèle VRIO, c'est le modèle récent, les modèles récents qui est appliqué en matière de diagnostic stratégique interne. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, donc je suis là pour répondre à vos questions. Moi, l'essentiel, un seul conseil que je vous demande, ce n'est pas d'apprendre bêtement le contenu. Vous avez les supports des 3 chapitres avec les cas d'illustration. Ce ne sont pas des exercices à corriger, ce sont des illustrations concrètes qui vont vous permettre de mieux assimiler le contenu ou l'utilité de certains modèles d'analyse stratégique. Et je vous demande de lire attentivement les supports de cours, souligner les points importants, visualiser les vidéos pour comprendre les explications en même temps de la lecture des supports. Et là, vous aurez un QCM, c'est-à-dire vous avez la question et vous avez les modalités. Vous n'avez qu'à cocher là où les bonnes réponses dans une durée de 45 minutes jusqu'à 1 heure et vous aurez une vingtaine de questions en tenant compte de ces 3 chapitres. Les fondements de l'analyse stratégique, les modèles d'analyse et les stratégies possibles. Voilà, VRIO, c'est la valeur, la rareté, l'imitation et la performance de l'organisation en la matière. Je vais la noter en chat. C'est la performance de l'organisation en la matière. Autrement dit, est-ce que l'entreprise est capable de tirer profit de la compétence pour avoir une performance distinctive? Le cas échéant, il ne sera pas considéré comme une compétence distinctive. Et quand on parle de la distinction, on fait référence à l'avantage concurrentiel. Donc ce modèle signale que les ressources et les compétences ne sont source d'avantages concurrentiels que si et seulement si elles sont VRIO, c'est-à-dire elles ont de la valeur perçue par les clients, elles sont rares, elles sont difficiles à imiter et elles sont capables de générer de la performance pour l'entreprise ou pour l'organisation
au sens large. Il n'y a pas de calcul sur l'examen, donc on n'a pas fait des calculs ensemble. C'est une matière qualitative. Ce n'est pas une matière quantitative, généralement. Donc moi, je n'ai pas mis l'accent sur les calculs parce que ce sont des outils d'aide à la décision. Vous n'êtes pas censé calculer pour comprendre. L'essentiel pour moi, c'est de comprendre la démarche, l'utilité et être capable d'interpréter l'utilité des modèles et des matrices, bien entendu, utilisées pour pouvoir les contextualiser et leur donner du sens, comprendre leur utilité, leur pertinence, leur intérêt dans une perspective de décision stratégique ou du management stratégique. Parce que c'est l'objectif ou la finalité de ce module. Donc voilà, je pense que je vais terminer sur ce point. Bien entendu, je suis accessible sur l'ENT. Je vous ai déjà mis un forum de discussion sur lequel vous pouvez poser à n'importe quel moment vos questions. Vous pouvez même laisser des commentaires sur les différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. En visualisant les vidéos, si vous avez vraiment un point que vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser un commentaire et je vais répondre par écrit. Comme ça, vous aurez même une trace qui va vous aider à mieux comprendre le contenu des différents chapitres. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. C'était un réel plaisir de vous accompagner tout au long de ce semestre, malgré les circonstances de l'enseignement à distance. Je vais vous mettre une vidéo explicative pour l'utilisation des QCM. Donc, c'est une vidéo d'1 minute qui a été préparée par l'administration. Je vais la laisser sur l'espace ENT et je vais la partager via les délégués sur vos groupes WhatsApp pour pouvoir comprendre quels sont les conseils ou les règles à respecter en matière de remplissage d'un questionnaire ou d'un QCM déjà paramétré. Je pense que vous êtes déjà initié parce que vous avez déjà passé des examens sous format de QCM ou QCU. Donc, c'est juste un rappel pour pouvoir comprendre quels sont les conseils à prendre en considération. Donc voilà, merci et à très bientôt. Bon courage.